Il y a trois grandes catégories d'enjeux qui nous semblent être posés par ce diagnostic. Une catégorie concernant les visiteurs, une catégorie concernant la gouvernance et une catégorie concernant les produits. Alors, on va commencer sur les visiteurs. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est qu'à chaque catégorie, on s'arrête et on en discute, plutôt que je vous fasse les trois catégories d'un bloc. Ça permet de prendre plus de temps de s'imprégner de ça. La première grande recommandation qui ressort de ce diagnostic sur les visiteurs, c'est d'atteindre, mais ce point de plus point sans dépasser 450 000 visiteurs d'ici. Alors nous, on avait imaginé avant Covid plutôt à l'échelle 2025, mais forcément les choses sont retardées. On peut l'imaginer d'ici 2028, même si ça reste encore un scénario optimiste. Je parle de visiteurs, pas de touristes. Visiteurs au sens large. Pourquoi ce chiffre? Alors en fait, ça prend en compte un petit peu aussi les recommandations qu'on souhaite mettre en avant sur les visiteurs. Et en fait, c'est un chiffre qui nous permet, à notre sens, de maximiser les retombées économiques sans retirer l'avantage concurrentiel de la caractéristique d'exclusivité de la destination. C'est-à-dire qu'au-delà, on passe sur une autre forme de produit, ce que certains ont peur de qualifier de tourisme de masse, et où on risque de retirer justement l'aspect exclusif de la destination. Et ça c'est un chiffre aussi qui nécessite de prendre aussi en compte les impacts environnementaux et sociaux. L'avantage de cela est de se dire qu'on est face, et on l'a très bien vu en 2018 avec l'arrivée des deux nouvelles compagnies aériennes, on est face à des nouveaux comportements de clientèle qui vont, on en reparlera un petit peu plus tard, qui vont s'amplifier avec l'effet Covid. On sait qu'au niveau mondial, depuis 10-15 ans, les touristes sont de plus en plus autonomes, sont de plus en plus indépendants. On avait un petit peu plus ou moins échappé à ce phénomène-là, mais en tout cas, que ça avait pris moins d'ampleur ici du fait de l'éloignement de la destination. Et donc, ce phénomène, quand même, risque de s'amplifier avec l'aspect Covid pour plusieurs raisons, parce que les technologies de la communication se sont amplifiées dans leur utilisation pendant le confinement. Deuxièmement, aussi parce que au lieu des touristes, on ne sait pas trop de ce que sera fait le lendemain. Donc les réservations de dernière minute sont des choses qui vont certainement s'amplifier et qu'il faudra prendre en compte. Et si on souhaite arriver donc à capter cette clientèle autonome et indépendante qui arrive, ça nécessite aussi une offre adaptée en termes de transport, en termes d'hébergement, en termes de restauration, une signalisation, c'est-à-dire donner l'information durant le séjour à ces touristes indépendants et autonomes qui ne vont pas l'avoir par leur tour opérateur, par leur agent de voyage, qui ont besoin d'avoir cette information par eux. Et la deuxième grande recommandation sur les visiteurs, c'est ce qu'on avait un petit peu déjà abordé tout à l'heure, c'est les 7 segments de marché qu'on avait identifiés, pour lesquels nous, il nous semble qu'il faut des outils de marketing adaptés, à la fois le tourisme domestique, dont on a évoqué, qui est pas très élevé, assez marginal, mais probablement aussi sous-estimé. Le tourisme polynésien, c'est un triangle polynésien. Le tourisme, on va dire, en gros, de nos voisins, ceux pour lesquels on est leur terrain de jeu, Pacifique. Le tourisme de la France métropolitaine, notamment pour le tourisme affinitaire. Les autres territoires francophones. Et enfin, les touristes venant de pays anglophones, voire anglophiles, et les autres pays type allophones. Moi, c'est quoi allophone? Je ne connais pas ce mot. Alors, dans ce cas-ci, c'est simplement qu'ils ne sont ni anglophones, ni francophones, ni anglophiles. Toutes les autres langues qui ne maîtrisent ni un ni l'autre de façon élargie, si vous voulez. C'est peut-être au Québec qu'on utilise cette expression-là. La première fois que j'ai travaillé avec François, quand on travaillait sur le tableau Excel, il m'avait parlé d'un chiffrier. Oui. Voilà. Bon, d'un chiffrier. mais bon, on se comprend sans aucun problème une fois qu'on a. Voilà. Il faut un petit temps d'arrêt.
préciser. Il est professeur-chercheur. Il est professeur-chercheur. Est-ce que peut-être vous avez éventuellement quelques commentaires sur cette première phase de recommandation visant spécifiquement, on va dire, la catégorie visiteurs? J'ai toujours un petit souci quand on parle de nombre de touristes, donc passer de 300 000 à 450 000, parce que quand on parle de différents touristes, on a le métropolitain qui va passer, l'européen qui va passer en moyenne 3 semaines, et le japonais qui va passer 5 jours en moyenne. Donc si on dit on ajoute 100 000 visiteurs, si on ajoute que des Français, les métropolitains, ça nous rajoute 2 millions de nuitées supplémentaires. Si on n'a que des Japonais, ce sera que 500 000 nuitées supplémentaires. Le poids de l'augmentation est extrêmement différent et les impacts évidemment sont différents. Donc il me paraît très plus intéressant de parler soit de nuitées touristiques ou de dépenses touristiques, qui me paraît encore plus intéressant, d'abord pour mesurer ce retour sur investissement. Alors évidemment, politiquement, c'est plus difficile à mettre en avant, et tous les gouvernements du monde entier parlent de nombre de touristes, mais je pense qu'à notre stade, au niveau des études de développement touristique, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Oui, on peut pas être en désaccord. Je suis d'accord. C'est simplement que ce chiffre-là avait été avancé un peu en continuité avec le dernier plan, où on avait dit qu'on veut augmenter de 50% par rapport à ce qu'on avait à l'époque. C'est un peu un chiffre magique, un peu un chiffre, comment dire, qui montre l'ambition et qui montre en même temps qu'on veut se limiter. Mais vous avez entièrement raison. Les dépenses, je suis économiste, hein? Je suis entièrement d'accord qu'au niveau des dépenses, c'est beaucoup plus important. Par exemple, les Français vont rester beaucoup plus longtemps, mais dépenser beaucoup moins. Ça vaudrait la peine, encore une fois, de fouiller, d'analyser de façon plus fine et de travailler en termes de nuitées serait aussi peut-être plus révélateur. Mais c'est pas encore tout à fait passé dans le jargon. C'est pas encore un chiffre qui une façon de présenter qui complexifie un peu, mais qui est beaucoup plus réaliste. Je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, est-ce que l'idée, c'est surtout la proportion, hein? C'est qu'on dit qu'il va y avoir 50% plus de visiteurs, et à ce moment-là, de nuitées ou de dépenses ou de visites quotidiennes ou de personnes, dans un horizon de 5 ans. Et ça, quand on l'a lancé, on voulait le tester, en fait, avec les comités du tourisme, mais c'est un des sondages qui n'a pas fonctionné. On leur demandait, dans votre commune, s'il y avait 50% plus de monde, qu'est-ce qui se passerait? Comment vous réagiriez? C'est dans cette idée de proportion, principalement. Mais dans une idée de statistique et d'impact économique, vous avez raison. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur cette idée d'augmentation de 50% de l'achalandage, ou des dépenses, ou des nuitées. Moi, je pense qu'il y a une notion qui est vraiment importante, qui est abordée en économie, mais qui est aussi importante en écologie et en développement durable. C'est la capacité d'accueil, la capacité de soutien des milieux, à la fois et des populations et de la société dans son ensemble. On a une authenticité qui est ce qu'elle est aujourd'hui en fond du fait de l'histoire en fait, de ce pays et de ce territoire. Donc je pense qu'il faut aussi raisonner l'augmentation du tourisme peut être un objectif, mais à mon avis, il y a des orientations et des choix qui sont très importants et qui sont finalement en amont de donner un nombre, en fait. Parce que le nombre va être OK d'un point de vue économique ou de l'unité ou ce que sais-je, mais il faut voir si on a la capacité de l'accepter, de l'assumer, et est-ce que ce n'est pas aussi un facteur de changement important qui doit aussi être pris en compte. On parlait des études sociologiques tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un paramètre absolument fondamental. L'idée, je ne pense pas que l'idée soit de ressembler à Hawaï en termes de perte d'authenticité. Si l'authenticité est un facteur d'attraction, il faut que ce facteur-là il perdure en fait. Sinon, c'est du court terme. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être des éléments
En tout cas, ça resterait autant important qu'un monde, en fait. Mhm. Tout à fait. Et je suis très sensible à l'idée des impacts sociaux et environnementaux. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on pousse le tourisme urbain. Il a des effets de protection jusqu'à un certain point sur l'environnement et sur le social aussi. Un milieu urbain a une capacité d'absorption, si vous voulez, de visiteurs beaucoup plus importante. Et on misait aussi, on n'a pas vraiment discuté de notre réflexion de départ sur l'environnement, mais agir rapidement et concrètement et de façon efficiente sur les impacts d'un tourisme un peu trop envahissant, un peu trop dérangeant, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau euh, de l'environnement également. Et parce qu'il faut la protéger. On va arriver, je pense que la phrase apparaît un petit peu plus loin, là, c'est ce qui synthétise un peu cette idée, c'est une nature humaine ou humanisée, ça mérite discussion, c'est-à-dire il n'y a pas une dichotomie entre nature et culture. C'est pour ça qu'on voulait faire le lien, on le fait de cette façon-là, et protéger. Donc, ce sont trois mots-clés qui annoncent un positionnement euh, responsable et réfléchi aussi. Juste une remarque sur les segments de marché, je la trouve très intéressante et je me dis qu'elle pourrait même être mixée, par exemple, au niveau du Péri-Pacifique, mixée Péri-Pacifique francophone. Tous ces gens qui sont expatriés, mais qui sont des Français ou des francophones. Donc voilà, mixer également ces segments de marché, pas seulement par zone péri-pacifique, mais on peut mixer avec les péri-pacifiques en francophone. Ouais, intéressant. Oui, oui, la langue, la distance, et la proximité. Un mix de ces trois-là. On l'a exprimé de cette façon-là, mais on pourrait l'exprimer de façon un petit peu différente pour tenir compte, par exemple, de ce que vous venez de mentionner. Oui, je voulais simplement rajouter l'élément suivant, c'est la notion de répartition des flux. La notion de, excusez-moi, j'ai pas compris. Pardon, j'enlève le masque. Je parlais de la notion, en complément de ce qui a été dit précédemment, de répartition des flux. Aller vers 450 000 visiteurs, pourquoi pas, mais surtout, où est-ce qu'on va répartir les nouveaux visiteurs, et notamment, justement, peut-être mieux respecter les environnements en fonction des spécificités de chacun des archipels, dont on a parlé précédemment. Et je ne sais pas si forcément les marquises, puisqu'on a un représentant des marquises, souhaiteraient forcément avoir plus 50% de visiteurs. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour les marquises? Je pense que pour les marquises, il y a des perspectives avec l'inscription mondiale UNESCO. Il y a aussi, je pense, au niveau des acteurs, en tout cas, une envie de développement. On parle d'aéroport international depuis plusieurs années, peut-être régional. Donc, je pense qu'il faut déterminer un seuil et ensuite, maintenant ce seuil je ne le connais pas moi forcément, mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, forcément il y a moins de visiteurs de marquises. Comment rebondir après et jusqu'à quel point, il y a une étude en 2012 qui a été réalisée par Super qui les maires envisageaient un quota à 20 000 visiteurs en 2027, il me semble. Aujourd'hui, avant le Covid, on était entre 10 000 et 12 000 visiteurs à l'année. Je pense que de monter à 20 000 visiteurs, c'est encore gérable. Un petit peu. En termes de quantité, après au-delà, je pense que c'est difficile en termes de déchets. Donc, on marquise toutes les villes répondent un peu comme ici à Païko. Donc, on parle de protection de l'environnement. Donc,
c'est un tout, mais une capacité jusqu'à 20 000 visiteurs, c'est encore gérable. Et je pense que ça éviterait aussi à la jeunesse de partir des Marquises. Et l'idée, c'est qu'il reste aux Marquises pour développer intelligemment l'archipel. Ironie. Ah, oui, Jean-Marc. Oui, je veux dire, c'est vraiment une question de proportion. Je pense qu'il y a une véritable volonté de toutes les îles de se développer, en tout cas au moins un peu plus. Ce que je voulais signaler, c'est qu'au niveau du ministère et de du tourisme, il y a une véritable démarche pour essayer de rééquilibrer le flux touristique vers d'autres îles en dehors de celles qui sont les plus populaires depuis toujours. À la fois pour favoriser ce développement, mais aussi pour éviter la saturation de certaines îles comme Bora Bora. Et qui fait que, quelque part, c'est un ralentissement du développement touristique de notre pays. Donc c'est dans l'intérêt de tous, en fait, de diversifier les îles et de promouvoir les autres îles. Et ça, on le fait tout au long de l'année depuis déjà 2 ans au moins. Où à travers les voyages de presse, les voyages de familiarisation des agents de voyage, de tout ce qui est fait autour de la promotion de la Polynésie, ça ne se limite plus du tout à Tétimoé-Bora. Vraiment, ça s'étend de plus en plus à toutes les autres îles, les autres archipels également. Et également, l'accès de touristes va permettre à ces communes de développer peut-être, comme le disait Kohou, un centre de traitement des déchets qu'ils n'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu cette arrivée de touristes, d'avoir plus d'avions et donc plus d'approvisionnement. Donc voilà, c'est aussi un cercle vertueux en ce sens-là. Si on a plus de touristes, on a plus de moyens pour également contribuer au bien-être de la population. Après, il faut savoir le mettre en avant. Mais vous me vient donc la réflexion suivante, au lieu d'avoir un indicateur du nombre global de visiteurs, pourquoi ne pas prendre un indicateur de ratio tourisme par habitant, à la fois pour la destination Polynésie française, Tahiti et ses îles, parce que, bon, je l'ai remarqué, même avec les médias, il y a quelques années, on comparait souvent à Fidji. Fidji a 800 000 touristes, on n'en a que 200. Mais quand on ramène au nombre d'habitants à la superficie de Fidji, on arrive au même ratio à 0,6 en ce temps-là. Et si on regarde Rapa Nui, ou personne n'a regardé Rapa Nui, ils sont à 120 000 touristes pour 6 000 habitants, ça fait 20 touristes par habitant. On n'a jamais considéré Rapa Nui comme une destination de tourisme de masse. Pourtant, vous savez que cet indicateur, c'est une destination de tourisme de masse. Donc, définir un indicateur de ratio tourisme par habitant pour la destination Polynésie, et pourquoi pas aller plus loin, et donc définir par archipel, donc pour rejoindre la vision de François, voire par île. Et au lieu que la définition vienne du haut vers le bas, pourquoi pas ne pas définir à partir des îles, puis monter vers les archipels, et ensuite avoir l'indicateur destination Polynésie française. Et peut-être même aller plus loin, pourquoi pas tourisme, le ratio de tourisme par nombre d'employés dans le tourisme. Ou nombre de personnes impactées par l'économie touristique. Mais cette idée, à mon avis, de remonter île par île, ça fait quelque chose, à mon avis, plus pertinent à François. Si je peux, je suis très content des réactions que j'entends, très, très content, dans le sens que on a lancé ce chiffre-là pour aller chercher justement ce genre de réaction, parce que c'est une décision politique, ce n'est pas seulement une décision économique, et c'est exactement ce que j'entends. Et quand on parlait de lien inter-îles, c'était justement pour diffuser davantage sur le territoire, quand on misait sur de nouveaux produits qui sont à des endroits moins dommageables. C'est exactement ce qu'on cherchait. Donc, je suis très content parce que cette idée-là, c'est un début de réflexion. C'est un positionnement hyper important que chaque espace touristique homogène devrait faire lui-même, et chaque île qui sont aux prises avec des enjeux de ce niveau-là doivent se positionner. Donc, de l'idée de dire un 450 000 pour toute la Polynésie française,
vous dites, ouais, mais c'est plus détaillé, mais en disant ça, je suis très content parce que c'est effectivement ce qu'on cherchait un peu comme réaction, comme positionnement. Donc, c'est une question qui est un peu politique en même temps, hein, parce que si on dit, si la population embarque derrière une augmentation de 50% et que vous diffusez l'information, vous dites, on veut être agressif sur un positionnement, et là, vous allez voir comment la population va réagir. Si elle réagit négativement, ben ça va être, peut-être que là, vous allez mettre la pédale douce sur votre positionnement. Et si elle dit non, non, c'est effectivement ce qu'on veut, ben là, vous allez avoir un message, mais ils vont devoir vivre avec les conséquences d'un positionnement plus agressif également. Et l'autre élément que j'ajouterais, il va y avoir une adaptation progressive à la croissance également. C'est dans la façon que vous allez réagir au fur et à mesure de la croissance qui va démontrer votre capacité à aller jusqu'à quel seuil acceptable de visiteurs sur le territoire. Donc, nous, on vous a lancé un chiffre comme ça pour aller chercher des réactions et comme je vous disais, je suis très content des réactions que j'entends. Dernière remarque avant. Pour répondre à Ironie, alors tu parlais du ratio entre touristes et habitants. Avec Jean, on a travaillé justement sur ce ratio qu'on a appelé la pression touristique. Et donc, il parie, avec, à partir des données de l'ISPF, on a déterminé donc, la pression touristique chacune des îles pour lesquelles on avait des données. Donc les informations dont tu parles, on les a et on les a publiées d'ailleurs dans Paris, Ram, Mini. C'est une des cartes qui est disponible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous on pensait qu'effectivement, on pense toujours qu'il y a plein de monde d'abord à bord, mais en fait la pression touristique qu'on s'est aperçue était beaucoup plus forte à Fakarava qu'à Bora Bora. Il y a moins de touristes, mais comme il y a moins d'habitants, la pression est plus forte. On voit que l'acceptabilité touristique est plus sensible à Fakarava qu'à Bora, mais l'expérience touristique aussi est différente par rapport à cette pression. C'est juste une expérience ou un retour d'amis qui ont eu l'impression à Bora d'être traités comme la vache à lait, tu vas, tu payes, c'est tout, et d'avoir une expérience plus authentique à Huahine ou Moorea où la pression est moins forte. D'un autre côté, moi tant qu'il n'y avait pas le Covid, je faisais tous les ans, j'ai fait 2 ans, une étude sur l'attitude de la population vis-à-vis du tourisme. On pourrait effectivement faire le lien, parce qu'on a, comme les étudiants, on a des étudiants avec des îles, donc on avait pas mal d'îles qui étaient étudiées sur ce point-là. On pourrait effectivement chercher un lien, voir si la pression touristique influence l'attitude vis-à-vis du tourisme. Et c'était les travaux que François citait en disant que quand j'avais présenté les travaux, on voyait qu'on a encore une très bonne attitude vis-à-vis du tourisme, mais la tendance était à la baisse quand même. Donc, j'ai les données aussi pareil, donc ce serait bien de comparer avec les. Ouais, j'ai pas de visuel sur qui parle. J'imagine que c'est Pierre qui parle. Ah, oui, tout à fait, excuse-moi. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. La capacité. J'aime bien les travaux que tu as faits avec les étudiants et la question de capacité de charge, un de ces talons d'Achille, c'est comment faisons-nous pour la mesurer parce qu'elle varie d'une place à l'autre, elle varie d'un moment à l'autre de l'année, elle varie en fonction des activités qui sont pratiquées. C'est un élément vraiment complexe. Donc, d'avoir quelqu'un au setup qui s'y intéresse et qui regarde comment trouver le meilleur ratio. Souvent, on va vers, là, c'est le ratio touriste-habitant, mais comme tu dis, c'est pas toujours le meilleur ratio. Donc, de continuer les recherches pour réussir à mettre le doigt sur peut-être un indice qui est plusieurs indicateurs qui révèlent la pression sur la nature, sur le social, etc. Ce serait vraiment intéressant d'avoir cet indice-là. Et je pense que la littérature en tourisme en aurait besoin également. Là. Je vous propose, on a trois catégories de discussion, donc je vais passer à la deuxième. Mais bon,
Je te promets, François, que pendant le repas, toutes les discussions que je capte, qui vont t'alimenter, je te téléphonerai. Parce que François est très déçu de ne pas être là pendant le repas, parce que c'est un moment d'échange qui alimente justement de profiter de ce moment-là. Alors, le deuxième grand moment, le deuxième gros point de synthèse, ça concerne la gouvernance. Donc là, on a identifié 6 gros enjeux de gouvernance. Premièrement, on en a déjà parlé, hein, mais c'est de créer, voire de consolider des associations territoriales à l'échelle des archipels, de leur donner forcément des pouvoirs, des fonctions à chacune en gros de ces destinations, de participer activement à ce travail de monitoring dont on avait fait part juste avant, ce qui permettrait en partie aussi d'aider à répondre à la question d'essayer de mieux répartir les flux touristiques en période de hausse entre les archipels. Mais ça nécessiterait de passer par des liens, notamment maritimes, interriques, plus développés et pouvoir évoluer sur un positionnement que l'on était de Tahiti et ses villes à Tahiti et ses archipels. Deuxième phase concernant la gouvernance, ça serait donc de créer ou de reconnaître des associations sectorielles. Alors là, il faudrait identifier le nombre. On a étudié 12 produits touristiques. Est-ce qu'il en faut 12? Peut-être pas, peut-être moins, peut-être oui. Il faut identifier cela, savoir un petit peu comment se lancer, identifier donc leur nombre et leur thème. Porter une attention particulière à ce qu'elle soit représentée au sein des archipels et aussi attribuer des pouvoirs et des fonctions. Et puis l'autre liste, là, c'est les 4 qui viennent par derrière. Intervenir de manière efficace et efficiente lorsque, on en parlait justement avec les travaux de Pierre, il y a une manifestation d'insatisfaction de la population quand on a un impact social ou environnemental d'une activité due à une activité touristique. Hein. Évaluer les retombées des programmes d'aide publique, puisque ça a été un élément qu'on a eu du mal à évaluer dans cette phase de diagnostic. On a tous conscience de développer l'accès au réseau mobile et à haut débit dans les îles. Et dernier point, continuer de prioriser le développement d'une main-d'œuvre qualifiée et profiter des compétences et du réseau. On va se rendre un petit coup, pourquoi pas de l'UPF notamment, pour certaines analyses. Et on peut penser notamment aux analyses sectorielles, aux analyses aussi d'impact social et environnemental, le monitoring. Voilà, ce sont des éléments qu'on peut justement avoir un savoir-faire et un savoir à diffuser. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire c'est 6, sachant qu'il y en a 2 grosses, là, c'est les histoires d'associations à l'archipel, associations sectorielles, ces 4-là. Oui. Au niveau des associations sectorielles, c'est toujours un problème effectivement de trouver des volontaires pour créer des fédérations. J'ai fait plusieurs décitations, c'est le problème un peu partout. On est content d'avoir vu la fédération de l'anglais se monter. Oui. Ça, c'est déjà une très bonne chose. On espère que d'autres se créeront. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, en tout cas, de Tahiti Tourisme, on a depuis cette année un nouveau statut qui définit des nouveaux secteurs d'activité, enfin des collèges, où on a regroupé effectivement ces différentes activités. Alors, ça peut-être devrait être un peu plus. Effectivement, il y a un gros collège qui s'appelle activité au sens large, mais c'est déjà un début, on va dire, où il y a une véritable volonté, avec ce nouveau statut, de réunir de plus en plus de membres d'abord au sein de Tahiti Tourisme. Il n'y a pas suffisamment de membres, hein, puisqu'il y a 1500 prestataires touristiques, donc il y a moins de 200 membres chez Tahiti Tourisme. Donc on a révolutionné un petit peu les modes d'adhésion, les tarifs, etc., pour que ce soit beaucoup plus accessible et pour que les membres, les prestataires aient plus leur nom et soient beaucoup plus impliqués dans la politique de promotion, en tout cas, de leur propre secteur. Donc ça a commencé comme ça, maintenant on va essayer de pousser pour qu'il y ait plus
fédérations effectivement qui sont. Il y a moyen d'être très flexible hein, dans la forme. C'est pour ça qu'on ne s'est pas avancé parce qu'on manquait un peu d'informations sur qui est déjà présent, quelle est la volonté des gens d'embarquer. Mais il y a moyen d'y aller de façon progressive et de donner des mandats très larges dans un premier temps. L'idée, elle est surtout de structurer, de simplifier la compréhension, autant pour les gens qui sont dans le milieu, les prestataires de services, pour qu'ils comprennent vers qui ils doivent se tourner. Là. Un constat qu'on avait fait au début, c'est que les étudiants de l'UPF, on leur posait des questions assez basiques là, quand même là, sur le tourisme et ils avaient énormément de difficultés pour la plupart à trouver l'information. Donc, ça peut être là aussi très progressif, mais de donner une base de structure avec qui suit un certain rationnel où ça peut prendre différentes formes, là. Soit la reconnaissance de gens qui, comme par exemple, aux Marquises existent déjà, ou ça peut prendre la forme très flexible d'une organisation presque virtuelle à laquelle on accorde certains montants pour faire un monitoring, des choses comme ça, et ça prendra racine éventuellement dans le temps. Donc, il y a moyen, je pense, d'être à la fois flexible, mais en même temps de fournir une structuration de l'analyse. Parce que là, on a un peu l'impression que ça va à gauche et à droite et que c'est la personne la plus influente qui va se démarquer. Et je l'entendais aussi là, de la part des étudiants. Ouais, j'ai entendu un des étudiants de l'UPF dire « Ouais, c'est toujours les mêmes. » Alors que cette structure permettrait justement une plus grande transparence de la façon de progresser. Et, vous avez vu à travers ce qu'on a présenté, à plusieurs moments, on arrivait à dire, ah tiens, un découpage territorial, ah tiens, un découpage sectoriel. Ça répond à plusieurs besoins. Et qui serait là trop long si je devais les ramener, et même que je n'ai pas cité tous les bénéfices qu'on peut retirer d'une structuration comme celle-là. Mais ça peut commencer de façon très modeste. Il y avait que vous qui voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, alors je voulais partager, depuis 2 ans qu'on a voulu mettre en lumière les marquises. Je suis désolé, on parle des marquises de tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui fait que les marquises, il y a un besoin, il y a quelque chose qui nous pousse, donc en fait c'est bien pour nous. Et en même temps, l'idée c'est avant tout de ne pas diviser. C'est vraiment rester soudé, c'est fédéré. Et donc, sur la partie digital communication, ben, on a voulu nous se positionner avec la start-up Destination Marquise. On n'est pas une agence de voyage, on fait de la promotion ciblée pour l'archipel. Et en même temps, on a créé une association qui me fait un peu rappeler voilà, cette association sectorielle. Parce que il y a forcément, nous en tant que start-up, c'est très compliqué de trouver un modèle économique et le fait d'avoir cette association va permettre de pouvoir trouver des aides plus facilement et de pouvoir travailler en partenariat avec le pays, mais en même temps avec chaque acteur, chaque prestataire, et même aller au-delà, c'est-à-dire aller dans les petits villages, aller voir la population pour des enquêtes, pour mener des monitorings par rapport à cette base de données qui a été réalisée, parce que c'est du pain béni. Et nous, on est là, présents pour accompagner, on est complémentaires en tout cas pour les marquises. Oui, c'est pas dit. Après, je dirais qu'il existe déjà, effectivement, c'est pas forcément sous forme d'association, ça peut être des fédérations, des groupements sectoriels qui sont souvent portés par des professionnels, mais d'une manière bénévole. Et je dirais que ce qui manque, c'est peut-être un peu de soutien et
et de considération de ces groupements sectoriels. Parce qu'effectivement, ben voilà, on retrouve toujours dans les mêmes problématiques, que ce sont des bénévoles qui vont y consacrer un peu de leur temps, mais qui n'ont pas forcément des moyens de secrétariat, de diffusion, de communication. Donc voilà, peut-être qu'il faut référencer ce qui existe. Il existe par exemple une fédération des clubs de plongée, il existe, mais elle n'est pas financée, cette fédération des clubs de plongée. Donc les travaux qu'elle pourrait faire en termes d'évaluation des programmes d'aide, de recensement, etc., il faut que ça aille également avec une considération aussi bien sur l'importance de leurs travaux et de leur avis, et également financier pour soutenir ces... On revient aux mêmes problématiques que les comités du tourisme. Oui, c'est implicite, c'est certain. Il faut qu'il y ait une aide proportionnelle aux responsabilités qui seront données à ces associations-là et proportionnelle aussi au volume de travail que ça représente, parce que les territoires ne sont pas égaux en termes de nombre de prestataires de services et d'achalandage, etc. Oui, oui, mais ça, il y a un montage financier et structurel qu'il est possible de faire. Je pense, du moins. Dernière remarque, peut-être, Hydromique? Dont je parle, on estime que le pays, l'industrie s'est beaucoup développé et mieux structuré ces dernières années. Avec, en tout cas au niveau sectoriel, ça se voit. On a une association, une fédération plus importante pour les pensions de famille, le CPH pour les hôtelleries, la plongée, la croisière. Donc, de manière naturelle, les secteurs se sont structurés. Au niveau géographique, on a la base avec le comité du tourisme qu'il faut accompagner, qu'il faut améliorer. Et comme Stéphanie l'a dit, ce sont tous des bénévoles. Donc, même pour répondre aux commentaires de ce sont toujours les mêmes. Oui, après, à un moment donné, c'est une affaire de personne. Si on n'a pas la bonne personne, le bon leader, ben, l'organisme tombe pratiquement. On souhaite que cela soit le pays ou même le leader de l'organisation souhaite changer, souhaite passer le flambeau, mais encore faut-il former la personne, faut-il avoir des volontaires. Ensuite, pour l'accompagnement financier, ben, le pays le fait déjà sur la base de présentation de projets. C'est le cas pour le Tahiti Cruise Club, c'est le cas pour l'association, la fédération de pensions de famille. Ça devait être le cas, c'est en partie le cas pour les comités du tourisme, mais il faut les accompagner, les former dans les demandes, et ça a été l'une des recommandations. Et je suis aussi pour une évaluation des retombées des programmes pour voir comment est-ce qu'on peut les améliorer, comment est-ce qu'on peut les rediriger aussi pour pouvoir mieux porter l'accompagnement du développement touristique. La difficulté avec les comités du tourisme, c'est qu'ils agissent à l'échelle des communes, à l'échelle locale, non pas à l'échelle nationale ou à l'échelle des archipels. Donc, ça crée une certaine inéquité, si on veut, là, si on doit miser sur eux. Et je pense qu'eux doivent répondre davantage de la mairie que de répondre du ministère du Tourisme. Mais bon, c'est tellement structurant, cette idée d'association de 5, parce qu'on ne parle pas de 20, on ne parle pas de 50, là, on parle de 5 associations territoriales, que je pense que le ministère, dans son rôle de leadership, de leader, devrait, à mon avis, investir dans cette idée-là. Très rapidement, effectivement, dans la continuité de ce qui a été dit aujourd'hui, depuis 10 ans, il y a eu une évolution considérable en matière de gouvernance dans le secteur du tourisme en Indonésie, et surtout de transversalité, qui a davantage participé
participer, les acteurs du terrain sont certains. Il y a notamment deux organes qui sont intéressants de ce point de vue-là, c'est le COPIL, l'Observatoire du tourisme, qui permettent cela, qui ont été mis en place il y a quelques années. Il serait peut-être intéressant dans ces deux organes qu'il y ait systématiquement un des représentants des 5 archipels qui ont été identifiés. Ce serait une manière de porter la voix de ces 5 archipels systématiquement à ce niveau-là. Je vous propose de passer à la troisième et dernière catégorie des enjeux avant de. Normalement, il faudrait qu'on parle un tout petit peu Covid quand même pour terminer. Donc voilà. On a déjà un petit peu parlé en fait. C'est de distinguer ce qu'on appelle les produits d'appel et les produits de rappel. Et voilà, de faire le point aussi peut-être sur certains produits qui n'ont pas été suffisamment, à notre sens, développés, voire étudiés. Alors, comme produit d'appel, ce qu'on a remarqué tout à l'heure, on en a parlé, la carte postale, etc. Oui, miser surtout sur une nature, mais une nature humanisée, donc à échelle humaine, et protégée. Et non pas aussi comme un élément et identifié même par les touristes. La beauté des paysages, l'exclusivité sont des atouts très importants pour faire venir en produit d'appel en Polynésie française. La nature, notamment la nature aquatique, c'est de loin un élément qui attire le plus les visiteurs et qui leur donne même aussi envie de revenir. Mais, comme je vous le disais, cette importance accordée à la protection d'environnement doit être mise en évidence, non pas que pour les acteurs touristiques, mais aussi pour les touristes qui prennent conscience aussi de cet investissement sur l'environnement. Hop, je passe assez vite. Comme deuxième forme de produit d'appel que l'on peut encore plus pousser, c'est le tourisme sportif. Il y a, de toute façon, par exemple, la plongée sous-marine, qui est un produit d'appel très important. Comme on le disait, il y a des sites mondialement connus. Mais en plus de cette forme de tourisme sportif, il y a à continuer de miser sur d'autres formes, comme le surf, le bar, qui sont aussi des produits bien identifiés comme étant présents en Polynésie ou d'autres formes de randonnée. Le tourisme visant les couples, maintenant de façon d'ailleurs plus large, les couples et le tourisme de noces. Et puis le dernier produit d'appel très clair, c'est le produit sur les croisières, sur le nautisme. Mais on sait qu'il y a souvent discussion, débat, et on sait que parfois il y a aussi des analyses bénéfices qui ont été réalisées. Ce qu'on suggère, c'est que faut continuer de produire ces analyses-là, et en tout cas de les largement les diffuser, parce que ce type de produit, ce n'est pas qu'un choix économique, c'est aussi un choix de société, et qui doit être donc pleinement associé à la population. Concernant les produits de rappel, ils sont symbolisés par le collier de coquillage, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne vous a pas accueillis avec ces colliers de fleurs, mais plutôt aujourd'hui avec des colliers de coquillage, au sens où on a envie de vous envoyer un message, de vous dire que ce n'est pas un au revoir ce projet, c'est que c'est quelque chose qui vise à faire jouer les petits. Donc voilà, il n'y avait pas que des questions sanitaires visant à aider ces colliers de coquillage, mais aussi avec une question symbolique de dire c'est un travail qui vise aussi à faire jouer les petits. Alors, l'idée c'était de se fixer comme objectif d'être dans un doublement de la proportion des retours. Sur un territoire qui est à l'intention des visiteurs déjà sur place, eh bien, miser sur une campagne de communication forte de l'existence de tous les archipels, des 5 archipels, pour développer un sentiment en fait de manque, un sentiment on ne va pas dire d'insatisfaction, mais comme si on n'avait pas satisfait totalement l'envie du touriste une fois qu'il était sur place et qu'il a envie de revenir parce qu'il a ce manque qui fait qu'il veut, comme il veut lire jusqu'au bout de son livre, il veut connaître la destination jusqu'au bout. Miser aussi sur la grande qualité de l'accueil en Polynésie française, qui est un élément déterminant sur le bouche à oreille, même en période des réseaux sociaux, qui est toujours un élément très déterminant sur le petit. Et donc de miser sur des produits de rappel suivants qui nous semblent être importants, c'est-à-dire des produits qui sont à développer, surtout pour les touristes une fois sur place, pour les inciter à revenir, et pourquoi pas à revenir dans d'autres archipels.
de tourisme culturel, de tourisme gourmand, de tourisme urbain, le slow tourism, et le tourisme de nature, mais cette fois-ci de forme terrestre. Et enfin, pour terminer, trois produits, on en a un petit peu parlé, semblent aussi selon notre diagnostic, à développer dans les années qui viennent à moyen terme. Le tourisme urbain, principalement autour de l'agglomération de Papeete, pour des raisons économiques, sociales, environnementales, parce que c'est un endroit où on peut mieux accepter aussi la charge en termes de densité de population, et puis simplement parce que c'est un lieu de vie, ou en tout cas ça doit être un lieu de vie, des zones urbaines. Et donc c'est une zone où il peut y avoir de l'animation. C'est là où aussi l'événementiel, la transmission de la culture se ressent par les touristes. Le tourisme de congrès, dont on en a parlé, le tourisme d'affaires, notamment sur la zone de Tahiti-Montréal. On pourra en parler d'ailleurs, mais nous, à notre petite échelle avec l'université, c'est ce qu'on va essayer de faire à la première semaine de juin avec notre semaine du tourisme. Et le slow tourism, tourisme de bien-être. J'en reparlerai vite fait un petit peu avec le Covid, mais qui est notamment un produit qui va beaucoup répondre aux valeurs émergentes, qui étaient déjà des valeurs émergentes avant le Covid et qui se sont fortement amplifiées avec la pandémie actuelle. Et enfin, il serait important à notre sens, en termes de produits touristiques, d'évaluer le niveau de ce qu'on appelle, entre guillemets, de sacralisation touristique des différentes attractions touristiques qui existent et des petites destinations. Je vous laisse réagir là-dessus avant qu'on passe donc, sur le Covid. Oui. Alors, moi, je suis très sensible à la notion de qualité, surtout aujourd'hui, au vu de la situation actuelle. Je pense que la qualité, plus que jamais, doit être mise au service de la sécurité. Et si la qualité de l'accueil est reconnue aujourd'hui, peut-être qu'il serait intéressant de l'étendre aux services, pas uniquement l'accueil, mais les services, et puis travailler sur une structuration de l'ensemble de ce qui est proposé dans toutes les idées. Véritablement, je pense, l'accueil, c'est une chose, mais les services également, et cette qualité doit vraiment être mise au service de la sécurité. Donc on peut penser structuration, compétences, mais voilà, je pense que c'est vraiment la clé aujourd'hui au vu de l'évolution du comportement du visiteur, et notamment avec la pandémie. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on recherche dans une destination qui se positionne comme exclusive. On recherche effectivement la qualité. Peut-être, je dirais justement, c'est en lien un peu avec la qualité, l'idée de sacralisation touristique, c'est peut-être surprenant. Je ne sais pas si vous connaissez McCannell, ce qu'il en dit, mais c'est de prendre un objet, un site, un endroit, et un peu à la façon des églises, de montrer qu'il est important, que cet endroit-là, ce site-là, est important socialement, important culturellement, que ce n'est pas un piège à touristes, que la signalisation qu'on dit, McCannell parle de on-site, off-site, c'est-à-dire qu'une fois sur place, des panneaux montrent l'importance et justement la qualité de l'endroit en question. Et ça, il y a une grille qui est relativement facile à appliquer et on peut se placer devant le magasin d'un prestataire de service ou l'endroit où il est et appliquer cette grille-là de sacralisation touristique. Et j'ai trouvé vraiment que ça faisait défaut. Il faut être accompagné de quelqu'un pour trouver, par exemple, que telle activité peut se faire à tel endroit. On peut très difficilement le faire de façon autonome parce que justement, la sacralisation touristique est défaillante dans beaucoup de cas. Je pourrais vous donner des exemples, mais je trouvais que c'est un élément quand même qui est relativement simple et c'est simplement de donner des conseils aux prestataires de services pour qu'ils s'améliorent et qu'ils soient plus efficaces à intercepter le visiteur de passage qui, à notre avis, va devenir de plus en plus présent sur les îles.
Vincent, oui. J'étais en train de regarder un document que m'a envoyé Pascal Lamy, qui est actuellement le président du comité éthique de l'Organisation mondiale du tourisme. Et cette organisation s'appelle INSTO, International Network of Sustainable Tourism Observatory, Observatoire Tourisme Durable, donc un sujet très important. Et il me semble qu'il y a un consensus autour de cette art pour évidemment développer le tourisme, qui est un moteur économique de la Polynésie, c'est évident, mais tout en respectant évidemment l'environnement et que ce soit un développement durable. Donc, je vous propose, ça fait partie en fait de l'Organisation mondiale du tourisme. Si vous êtes intéressé, vous envoyez les informations et peut-être vous pouvez le rencontrer, puisqu'il viendra. Je viens d'avoir presque une confirmation début juin ici, lors de la semaine du tourisme, où il y a 3 manifestations, si je puis me permettre. Pacific Economic Cooperation Council, donc en fait c'est une organisation des pays du Pacifique. Ensuite, il y a une conférence CETA et un troisième, une conférence IMD, tourisme durable. Donc voilà, je pense que, comme tu le disais, on aura l'occasion sûrement beaucoup de parler de ça dans le futur. Mais pour revenir à ça, donc, le congrès, ben voilà un exemple. Slow tourism, pareil, tourisme durable. Je pense qu'on est tous d'accord. Là, dans une approche multidisciplinaire, chacun a des connaissances et des lacunes, je la connais les miennes, où on pourrait peut-être s'associer pour voilà, avoir une vision un peu globale de ce qu'on veut du tourisme futur, puisque, n'est-ce pas, les créations des spectrices, il faut tout partir, non pas de zéro, mais on a l'occasion de partir d'un autre pied pour développer le futur tourisme dans les 20 prochaines années. Enfin, voilà, donc ça fait INSTO, si vous êtes intéressé, je peux vous fournir des informations. Et en fait, c'est rassembler des paramètres, comme disait François, et puis après, les comparer à d'autres pays, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, moins bien, les ratios touristiques, de pression, enfin tout ce qu'on va parler de cause. Alors, oui, et peut-être juste un petit mot, avant la période COVID, il y avait une possibilité qu'on vienne présenter un résumé beaucoup moins complet que ce qu'on a fait aujourd'hui, dans le cadre d'un congrès justement sur le développement durable. Et on aurait à ce moment-là mis l'accent sur les éléments du diagnostic qui portaient plus sur la notion de développement durable et on n'était pas du tout gêné de présenter dans le cadre d'un congrès comme celui-là. Alors, comme on est malheureusement un peu pris par le temps, tout ça est toujours très passionnant. Puis je vous invite, moi je suis persuadé qu'on aura des discussions qui vont continuer d'enrichir les choses. Et